La disruption est possible dans tous les secteurs, même dans ceux de l'univers du luxe. L'exemple de Code 41 était cet effet très instructif puisque cette marque, très innovante, réinvente non seulement les codes de l'horlogerie, mais nous montre également qu'elle sait très bien manier les 7 P du marketing, tant bien même que son fondateur, Claudio D'Amore, ait axé toute sa stratégie sur le produit first. Bonjour Claudio D'Amore. Bonjour. Grand plaisir de vous recevoir pour cette conférence. Je pense que l'exemple de Code 41 vraiment va faire des émules et je pense que tout ce que dans le marketing digital, tout ce qu'on a préconisé, vous l'avez appliqué. Donc vraiment, c'est un cas, pour moi, c'est un case study, hein, vraiment. Alors, je propose qu'on démarre par l'histoire de la marque. Comment est-ce que tout a démarré? Puisque, si je comprends bien, cette marque a démarré par une campagne de crowdfunding. Oui, alors, elle a vraiment démarré en mars 2016 et la campagne de crowdfunding, en fait, elle a eu lieu seulement en décembre de la même année. Donc, il s'est passé, c'est cette période qui est très importante, justement. On lance pas un Kickstarter aujourd'hui comme ça, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'essais qui sont faits comme ça. On pense qu'on a une bonne idée, on prépare tout et on lance un Kickstarter. Et malheureusement, le résultat n'est pas au rendez-vous parce que justement, ça doit se préparer avant. On doit construire une communauté, on doit faire passer un message pour que le jour J, tous ces gens-là soient prêts et que ça puisse faire vraiment une émulsion le jour du lancement de la campagne. Donc, on ne lance pas une marque de montre sans être de cet univers parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc, peut-être rappeler juste votre parcours. Vous avez été designer dans des marques comme Tag Heuer, Parmigiani, Montblanc. Donc, qu'est-ce qui vous a tout d'un coup décidé à vous lancer et avoir votre propre marque? Alors, effectivement, j'étais pas designer chez ces marques-là, mais j'avais un bureau donc depuis 2005, un bureau de design horloger avec une équipe de 5 personnes. Et avec ce bureau-là, donc on avait une quarantaine de marques comme clientes, principalement des marques horlogères. Et c'est là où c'était très intéressant de voir toutes ces marques et d'avoir tous ces bribes. Donc l'horlogerie, c'est très varié. Et là, on touchait à vraiment tout type de montres, de 1000 francs publics à des pièces uniques de 300 ou 400 000 francs. Et ce qui était intéressant dans tout ça, moi, ce qui me plaisait, c'était effectivement le développement de produits, mais ce qui m'intéressait, c'était aussi la création de la marque, de tout ce qui va autour finalement, parce que le produit, à la fin, c'est qu'une partie. Et nous, maintenant, on a plus tendance à dire que ce qu'on vend, c'est une expérience, c'est qu'on vend un voyage, plutôt que simplement de vendre une montre. Donc, c'est ça qui m'a poussé à fonder Code 41 en 2016. C'était cette envie de toucher à l'ensemble et à proposer quelque chose qui, moi, me touchait. Quand je parle de toucher, c'est que j'aime bien la transparence sur à chaque fois que j'ai quelque chose à acheter, j'aime bien comprendre de quoi il s'agit, l'origine, etc. Et j'avais envie de transmettre ça aussi avec l'horlogerie. Très bien. On va passer à la prochaine section. Les produits, parce que là, c'est le cœur de toute la machine. Alors peut-être, expliquez-nous quelle a été la gradation. Vous êtes arrivé avec une première avec la série Anomaly. Après, aujourd'hui, voilà, peut-être expliquez-nous comment vous avez développé vos produits et jusqu'à ce dernier produit Megascape qui est vraiment votre nouveau concept, qui est vraiment quelque chose pour moi hyper innovant. Alors c'est vrai que la démarche au départ, c'était de créer des jolis produits horlogers, c'est-à-dire voilà, on a toute une communauté mondiale qui apprécie l'horlogerie mécanique, parce que c'est quand même là-dessus que nous, on s'est focalisé sur les montres mécaniques. Et dans ces montres mécaniques, on a des mouvements de type standard avec différents acteurs en Suisse. Et après, il y a tout un secteur de sociétés avec lesquelles on peut développer des mouvements particuliers qui nous sont propres. Donc, au tout départ du projet, on avait démarré avec des mouvements standards parce qu'on voulait situer dans des prix qui étaient de l'ordre de 800 à 1000 francs au prix public. Et puis, justement, la conception des produits est une chose importante, mais ce qui était important surtout, c'est de la façon dont on le fait. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'on a eu le succès qu'on a eu parce qu'on a, dès le début, proposé cette transparence totale sur l'ensemble déjà de l'origine des composants, un sujet qui est tabou sur beaucoup de composants du luxe en général et en horlogerie, et aussi sur le développement, c'est-à-dire qu'on partageait chaque étape de développement
depuis les croquis, on demandait à la communauté de voter sur l'ensemble de ces paramètres, et puis également sur les prix, c'est-à-dire qu'on explique exactement le coût de chaque composant, de chaque opération, et la marge qu'on prend. Donc c'est toutes des choses qui étaient très innovantes à l'époque et qui le sont toujours. Il y a très peu de marques qui vont proposer ça, mais nous, ça nous paraissait essentiel pour que on puisse fédérer cette communauté et puis participer au développement de ces montres avec eux. Donc ça, l'évolution s'est faite sur 5 ans maintenant, mais on a commencé avec des mouvements standards et l'originalité, c'était ça, c'était qu'on proposait d'abord une piste en disant qu'est-ce que vous préférez, plutôt une montre mécanique avec tel mouvement, telle complication, et puis selon les votes, on le faisait évoluer. Ensuite, on proposait les prototypes, et puis jusqu'à maintenant, on a toujours fait de la même façon, c'est que dès que les prototypes sont prêts, on lance une campagne de précommande de 30 jours, et puis selon le succès de cette précommande, après on lance la fabrication. Et la première était Kickstarter, et maintenant on le fait pareil, mais sur notre site, avec les mêmes principes, quoi, de dire qu'on a 30 jours, et puis qu'on fait une précommande de 30 jours, et puis à la fin, on fabrique seulement ce qui a été vendu, et ce qui évite les surstocks, le marché gris, puisque le marché gris va être toutes ces pièces invendues qui vont finir dans des réseaux parallèles pour être liquidées. On n'a pas besoin de ça, puisqu'en fait, on fabrique uniquement ce qui a été vendu. Mais le positionnement de votre marque, vous voulez atteindre quel univers dans l'horlogerie? On voit, il y a du très haut de gamme, je veux dire, on a de la complication, on vise un marché plus large. Vos montres sont très particulières, on les reconnaît. Maintenant, on peut les identifier. Pour ça, elles ont une identité très forte. Mais dans quel segment vous voulez vous positionner par la suite? Alors, justement, avec l'évolution, on a vu que après, c'est des choses aussi qui moi, me tiennent à cœur. Et puis, à l'équipe, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la haute horlogerie, avec des mouvements, des complications, des choses qui sont spectaculaires et qui font que, bien sûr, lire l'heure est secondaire. On veut vraiment voir de la mécanique, des choses sculpturales qui tournent. Enfin, c'est vraiment la beauté de la mécanique. Et c'est là-dessus qu'on veut développer maintenant de plus en plus. Donc, au départ, c'était des mouvements standards. Une montre mécanique, ça reste spectaculaire, même si c'est un mouvement standard. Mais on a vu que là où on a touché notre public, c'était quand on a sorti la X41, qui est un mouvement qu'on avait, le premier mouvement d'auto-horlogerie qu'on a fait en propre, c'est-à-dire où on a vraiment personnalisé ce mouvement pour en faire quelque chose qui est exclusif pour nous, avec une masse périphérique, avec des particularités, qui sont des choses, on va dire, qui justement sont belles parce qu'elles apportent ce côté exception horlogère que les gens adorent en horlogerie. Et puis, on a vu que c'est ça qu'on avait envie d'intensifier parce que c'est ça que les gens aimaient et que nous aussi on aime. C'est beaucoup plus intéressant de travailler sur un mouvement que seulement sur l'habillage du mouvement, la boîte, les cadrans et autres. Là, on est dans le cœur du mouvement, on est vraiment dans le cœur du moteur et c'est là-dessus qu'on veut aller. Donc, faire des pièces de plus en plus horlogères où on va travailler encore plus intensément dans des particularités mais qui sont dans le mouvement. Alors effectivement, ça fait monter les prix, puisqu'au début, on avait des prix publics de l'ordre de 1000. Maintenant, nos prix publics sont plutôt de l'ordre de 5 à 6000. Et on parle effectivement, là, on a voulu aller encore plus loin, c'est avec le Mecascape, qui est en fait un projet qui n'est plus une montre poignet. C'est qu'on a voulu sortir de la montre poignet pour vraiment en faire une carte Mecascape. C'est comme Mechanical Landscape, c'est une contraction. Et en fait, c'est vraiment un paysage mécanique. Donc, on a tout le mouvement qui est d'habitude empilé dans une montre poignet. Là, on l'a étalé, les composants sont mis côte à côte pour qu'on puisse être noyé dedans et qu'on puisse en voir le maximum. Et ça a fait un nouveau format qui est un format rectangle, un petit peu de la taille d'un téléphone portable, qu'on peut avoir sur un bureau ou alors qu'on peut porter avec soi. Et c'est un nouveau format. Donc, en fait, depuis le début, on explore, et moi, ce qui m'intéresse en général, c'est d'explorer, de chercher les choses, de repousser les limites. Et puis, le Mecascape, effectivement, on va vraiment c'est plus une sculpture mécanique, hein, finalement. Tout à fait. Mais c'est aussi un petit clin d'œil parce qu'on dit avec les iPhones, les gens n'avaient plus besoin de montres. Et puis là, finalement, vous êtes en train de faire un format iPhone en montrant que oui, l'heure, c'est plus que l'heure.
parce que c'est une mécanique et là, on la voit et c'est vraiment un produit qui est assez fou. Et là, justement, dans les gammes de prix, là, ça vous amène vraiment déjà vers les 9000 et quelque chose. Donc là, vous avez vraiment monté en gamme de prix. Alors, c'est vrai que l'aspect montée en gamme a toujours quelque chose d'un petit peu négatif, le terme, parce que souvent, les marques, quand elles font une montée de gamme, c'est une démarche marketing. C'est-à-dire qu'elles ont simplement envie de se positionner plus haut parce qu'il y a plus de prestige ou autre. Et malheureusement, nous, c'est pas, enfin, nous, c'est vraiment la transparence. C'est-à-dire que ce projet, il est coûteux parce qu'il est différent. Et puis, en l'occurrence, que le mouvement seul, sans parler de la boîte et tout ce qui va avec, il va déjà nous coûter dans les 2800 francs, quelque chose comme ça. On est encore en train de développer. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on soit plus bas. C'est-à-dire que si on avait pu être un prix public à 6000, donc c'est pas une volonté de positionnement marketing, c'est juste que effectivement, en explorant, en poussant les limites, en faisant des expérimentations, bon, bah, on sort des standards. Donc, ça demande plus de temps de développement, ça demande plus de temps de production et ça se répercute sur un prix de fabrication qui est plus élevé. Mais oui, donc petit à petit, on monte parce qu'on Ah veut oui. faire des choses plus pointues. Alors, on verra si les gens suivent, on continuera, parce qu'à la fin, on est quand même obligé de vendre des pièces. On peut pas juste expérimenter. Et puis après, malheureusement, si les ventes ne sont pas là, on peut le faire une fois ou deux, se dire, bon, c'est pas grave, c'est juste. Mais voilà, on est quand même dans un modèle autofinancé actuellement. On a besoin de se dire qu'à chaque fois qu'on fait, on doit pouvoir aussi vendre des pièces, quoi. Alors, comment dire, votre label de transparence totale sur l'origine, le TTO, c'est quelque chose de totalement nouveau dans l'horlogerie. C'est votre promesse d'être toujours transparent, comme vous l'avez dit, au niveau des prix, c'est pas toujours clair. L'origine des composants non plus. Est-ce que c'est une espèce de marketing bashing que vous faites? C'est pour dire non, écoutez, nous, on est clean par rapport au reste de l'industrie, ou comment est-ce que vous pouvez, c'est vraiment un argument? Là aussi, c'est vrai que, bon, toutes ces démarches, on va dire, là, le terme de développement marketing, il y a eu beaucoup de choses qui sont un peu faites par rapport à des tendances. Moi, à la base, tous ces points, toutes ces valeurs sont des choses qui me sont propres à moi. C'est-à-dire que moi, j'apprécie ce genre de choses si j'achète quelque chose ou autre. Donc, c'est simplement me dire, si moi j'aime bien ça, sûrement qu'il y en a d'autres qui aiment. Et ça avait été la volonté de le faire comme ça, pas pour une démarche marketing, mais que parce que je pense que c'est une bonne façon de partager des valeurs avec des personnes qui partageraient ces mêmes valeurs. En l'occurrence, là, la transparence totale, si on veut, c'est aussi pour dire que nous, on n'est pas forcément une marque avec une barrière entre les clients et le consommateur. La transparence totale permet vraiment de dire à un groupe de personnes qui venez de notre côté, on va vous montrer comment c'est à l'arrière, on va vous expliquer quels sont les challenges, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, si on veut faire ça à tel prix, c'est qu'il faut aussi qu'on en fabrique telle quantité, sinon on n'y arrive pas. Nous, on a envie de se faire plaisir pour fabriquer ce mécasquet, pour ce tourbillon ou autre chose. Mais pour faire ça, on a besoin d'être plusieurs. Donc, c'est aussi une façon de dire ce projet, c'est pas un projet juste de société versus un client, mais c'est de se dire tout le monde, on est tous du même côté, on a envie de se faire plaisir, mais pour ça, il faut qu'on soit au moins 200, 300 pour lancer les précommandes et puis de dire, OK, qui est présent, qui suit, et puis après, bah, on met la machine en route. Donc, c'est plus qu'un concept marketing, là, je pense que c'est vraiment toute la base de C'est votre partager. philosophie de marque, Voilà, effectivement. on a envie de partager tout ça avec des gens et puis qui Voilà. partagent nos valeurs. Alors, on va peut-être passer à la satisfaction client et montrer une vidéo où on voit vos clients parler de votre marque. Vraiment, c'est du beau boulot, quoi. Merci, mais il faut voir les pièces, vous les avez pas encore vues. Non, je suis là pour ça. Mais la X41, elle a beaucoup d'atouts, hein. C'est vraiment une belle pièce. Je suis Code 41 depuis le tout début. J'ai toujours hésité à franchir le pas, mais c'est vrai que là, maintenant, vu les combinaisons qui existent, les nouvelles combinaisons, je crois que là, j'ai trouvé mon bonheur, quoi. C'est déjà commandé, et en les voyant, je pensais prendre la Titane grade 5, et puis je pense que je vais prendre l'aérocarbone. Moi, personnellement, mon cœur, il balance toujours pour la Titane, mais après, ça, c'est une question de goût, hein. J'adore les belles montres, je suis très difficile, j'en ai pour une quinzaine, je suis difficile dans mon choix, mais quand j'aime une belle montre, alors oui, je craque. Le visu
apporte un grand plus par rapport à tout ce qui est photo, parce que c'est vrai qu'on découvre les vraies couleurs. Même des personnes qui ne les ont pas vues, ils peuvent y aller maintenant les yeux fermés. C'était vraiment des montres très très belles. Le système de masse oscillante périphérique, ça diminue aussi la grandeur, l'épaisseur du boîtier. Sur les autres montres, quand on voit l'arrière, on a toujours une partie qui est cachée, tandis que là, on a toujours la visuelle. C'est une très bonne idée, ça. La masse périphérique est un élément assez exclusif, hein. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pièces qui le fassent, en tout cas pas à cette gamme de prix. La grande date aussi, hein, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça respire vraiment la qualité. C'est un mouvement de manufacture, quoi. Donc c'est vraiment du beau travail. Souvent dans les montres, on voit les mouvements, c'est des gros blocs qui sont industriels, tandis que là on voit qu'il y a vraiment une recherche et une harmonie qui n'existe pas autre part. C'est incroyable la légèreté de l'aérocarbone. C'est hyper léger. Claudio a très bien réussi son challenge. On a cette force-là de faire des mouvements vraiment exclusifs. De pouvoir toucher et être au plus près de la création des pièces, c'est la marque de fabrique de Code 41, donc c'est vraiment génial. Alors, la relation client est-elle plus compliquée lorsqu'on n'a pas de boutique? Non, au contraire, justement, le fait que nous, on soit en direct avec notre clientèle fait qu'on a justement ces relations privilégiées avec eux, vu que on peut les appeler, on le fait d'ailleurs, on appelle nos clients pour savoir comment ça s'est passé une semaine après leur achat, etc. Donc ça, c'est un des grands avantages qu'on a par rapport à des marques traditionnelles qui, elles, sont en B2B, donc leurs clients, c'est les boutiques, c'est les détaillants, des distributeurs, mais qui n'ont pas du tout de contact avec les clients finaux et qui ne peuvent pas discuter, échanger avec eux. Donc, le fait de nous de faire voter, d'avoir des commentaires, de les avoir par email ou au téléphone, c'est une grande valeur qu'on a avec notre base de données. Alors là, on a une autre vidéo qui montre comment vous amenez les montres auprès des gens qui les ont achetées. Bon, je ne pense pas que c'est fait pour chacun, mais enfin, ils les reçoivent chez eux. Mais là… Le concept, effectivement, en général, quand on a une première collection, enfin, la livraison des premières pièces d'une nouvelle collection, alors on les amène en main propre à un ou deux clients qu'on aura choisi au hasard, comme ça. Voilà. Bonjour messieurs, nous avons une livraison T41 extrêmement urgente. Vous pouvez vous en occuper? On arrive. Nouvelle mission, les gars. On dirait avec la team 41 de retour. Vous m'avez bien dit. C'est l'adresse? Je rappelle. T'as le numéro? On a deux personnes qu'on va les livrer, en l'occurrence c'est un couple, donc c'est assez drôle d'avoir ce cas de figure. Et malgré la crise du corona, on n'a eu que 2 mois de retard. On a beaucoup poussé les équipes pour tenir les délais. Ce serait assez drôle si finalement ils aiment pas et puis qu'ils nous renvoient les montres à la gueule, quoi. Un droit de retour immédiat. Bah, c'est là, voilà. Sympa. Qu'est-ce que je suis bon public, moi? Bonjour, c'est l'équipe Code 41. Ça tourne là? Bon bah ça tourne. C'était toi Florent, non? Tu étais au tout début, parce que tu as participé à la première précommande qu'on a faite qui était sur Kickstarter. Ouais, j'étais jalouse parce que je portais tout le temps des jeux de montres. Voilà, on voit donc voilà la montre qui est livrée, parce qu'évidemment la livraison elle est gratuite et là elle est à la maison. Donc on a bien compris que c'est pas pour tous les clients, mais c'est que pour ceux, donc les happy first qui ont choisi les nouvelles gammes. Mais disons ça crée aussi, évidemment on voit la vidéo, c'est un très bel outil de communication. Ça crée aussi un storytelling autour de la marque. Et puis là c'était totalement novateur il y a 5 ans. Oui, alors l'objectif de tout ça, c'est vrai que il y a l'humour aussi qui est très important depuis le tout début avec nous, mais c'est des facteurs en fait très importants dans la communication digitale en général, la communication d'une marque. Enfin, nous, on a trouvé notre équilibre en s'amusant, en faisant donc
des vidéos, tout ce qu'on fait, on le fait en s'amusant. Et ces vidéos-là sont un bon exemple de voir que la communauté est effectivement au centre de nos préoccupations. Donc là, on aime bien effectivement aller recueillir nous-mêmes les impressions des toutes premières personnes qui sont livrées pour un nouveau projet. Et puis, on essaie de trouver toujours des scénarios un petit peu drôles pour se mettre nous-mêmes dans des situations un peu délicates pour que ce soit amusant et puis qu'on s'amuse en faisant ses affaires, quoi, aussi avec l'horlogerie, c'est une chose, mais la passion est très importante dans ce genre de travail. Alors aujourd'hui, quelle est la taille de votre communauté? Alors aujourd'hui, on a 500 000 personnes donc, qui sont membres et puis on a 19 000 clients. D'accord. Quels sont les autres canaux à part YouTube que vous utilisez pour entrer en contact avec eux? Alors on a les réseaux sociaux, donc on utilise beaucoup Facebook ou Instagram pour communiquer un peu, pas que sur les produits d'ailleurs, mais ça peut être aussi des évolutions de la société, l'équipe qui grandit, on met en avant une des personnes de notre équipe, etc. Donc on essaie de personnaliser le plus possible. Et c'est tous on va dire que tous les canaux qui sont des réseaux sociaux en général, en passant par Google ou autre, on va utiliser vraiment l'ensemble de tous ces outils. Est-ce que vous utilisez aussi des outils plus traditionnels? L'événementiel, bon, pendant ces 2 dernières années, c'était un peu compliqué, mais peut-être des courriers, enfin, je sais pas, quelque chose qui… Oui, le traditionnel, on l'a fait on a testé l'année passée de faire de la télé. Donc, on a fait des spots télé, c'était effectivement intéressant parce que on touche un public qu'on touche pas forcément online, donc on a voulu tester. Le désavantage de ces choses-là, c'est qu'on n'a pas la possibilité de tracking online. Ça nous permet de savoir qui a cliqué, est-ce qu'une campagne est performante, est-ce que ce canal est bien. Là, sur une vidéo qui passe à la télé, c'est beaucoup plus compliqué. Mais vous créez de l'image, de la notoriété, donc là, c'est toujours utile. C'est effectivement, nous on aime bien, ça a touché les gens qui nous ont dit, ouais j'ai vu, par contre c'est beaucoup plus local évidemment, tandis que quand on est digital, on peut toucher beaucoup plus de personnes un peu partout dans le monde. Et puis on a fait aussi des bus une fois, on a fait les events, oui les events ça on aime bien les faire, typiquement quand on va lancer un nouveau produit, alors on a vu la vidéo avant d'un event qu'on faisait, c'était quand on était juste avant une précommande. Les gens ont suivi tout le développement online, mais quand il faut voir des prototypes, c'est bien de pouvoir organiser un événement ici. On l'a fait ici, on le fait sur Paris en général, parce qu'on a une grande communauté en France. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué, parce que quand on a 500 000 personnes, quand on fait un event, on va en avoir une centaine tout au plus. Donc c'est clair que ça touche peu de monde. On ne peut pas être partout pour aller voir tout le monde, être dans toutes les villes. On aimerait augmenter cette présence physique, mais c'est beaucoup plus compliqué tout d'un coup. Le temps d'attente lorsqu'on a commandé sa montre et lorsqu'elle est livrée, ça prend un certain temps. Vous m'aviez dit que vous faites aussi des vidéos pour tenir au courant l'évolution de la production, de manière à ce qu'on garde le lien constamment avec le client. Comment est-ce que vous réussissez à le faire lorsque vous commencez déjà à avoir pas mal de clients? Comment c'est possible? Alors, c'est ça que je disais avant, c'est que on vend plus un voyage, une histoire, une expérience que des produits. Donc, une fois que la personne a effectivement, c'est ouvert à tout le monde le fait de pouvoir voter pour un nouveau projet. Donc, ça dure à peu près 6 mois avec un chapitre par mois à peu près. Donc, on arrive au bout de 6 mois avec des prototypes. On lance la précommande et ensuite, ceux qui ont précommandé, donc qui ont payé 100% à la commande, alors, on a à peu près entre 6, 8, 9 mois de délai d'attente. Et donc, ce n'est pas un délai d'attente juste pour ça, c'est que vraiment après la précommande, c'est là que ça démarre la production. Et pendant toutes ces personnes qui ont commandé, elles ont un accès à une partie du site qui est privilégiée, dans laquelle on va démontrer chaque mois de nouveau des chapitres, mais de faire le suivi de la production de leur monde. Pas de leur monde spécifiquement à chacune des personnes, mais de la série dans laquelle ils ont participé. Donc, on va voir les fournisseurs, on prend la caméra et on part voir des fournisseurs qui vont nous montrer l'étape dans laquelle ils sont. On va voir le montage, on va participer aux finitions, etc. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose qui permet aux gens d'attendre, mais d'attendre
on va dire, avec le plaisir de voir leur pièce qui prend forme. Mais jusqu'à présent, de l'industrie de l'horlogerie, justement, toute cette partie-là était complètement cachée. Les gens n'avaient aucune idée vraiment comment tout ça fonctionnait, ou quelques rares personnes avaient pu être invitées dans une manufacture et avaient un petit peu conscience un peu du tout le processus. Est-ce que ça enlève cette transparence? Est-ce qu'elle enlève cette part de rêve? Alors non, au contraire, parce que je crois que justement, dans un secteur, l'horlogerie, c'est vraiment quelque chose qui est très émotionnel. Les gens ont vraiment un attachement au produit. On voit que c'est pas un produit fonctionnel, en tout cas dans l'horlogerie, évidemment, mécanique, d'un certain prix. C'est vraiment un attachement émotionnel. Et puis, souvent, ces gens vont posséder plusieurs montres, vont pouvoir, sont inscrits dans des groupes, dans des forums pour échanger sur leur passion. Et là, le fait de les inviter à la création de la montre et aussi à comment la pièce est fabriquée, quels sont les outils qu'on utilise, d'où vient la matière. Alors là, ça les implique encore plus parce qu'ils ont vraiment l'impression de faire partie de l'aventure et même peut-être dans certains cas de dire voilà, grâce à mes votes, j'ai participé au design de ce poussoir, j'ai choisi celui-ci, j'ai choisi telle proportion, tel design et ils ont un sentiment d'appartenance et de co-création en fait et c'est beaucoup plus puissant que simplement acheter un produit en fait. Est-ce que vous avez des projets pour aller sur le métavers? Alors oui, c'est vrai que le métavers directement, pas, c'est-à-dire dans un univers pour le moment, c'est possible dans le futur, on pourrait créer voilà, une communauté, une boutique, Code 41 dans le métavers, mais là, ce qu'on a comme projet, c'est de travailler sur des NFT, c'est-à-dire que vu qu'il y a un délai d'attente justement avec nos produits, alors on a une possibilité peut-être de pouvoir avoir une version, on va dire, digitale de son produit avant et qui donne justement la possibilité ensuite d'acheter le produit. Donc, on travaille un petit peu sur ça, plus comme complément à l'attente plutôt que comme effet de mode. Outil de communication, ouais, d'accord, ok. Non, parce que c'est toujours plus intéressant d'arriver sur des nouvelles technologies de communication au début. Ça coûte aussi moins cher que lorsque tout le monde y est, et c'est toujours intéressant, voilà. Pour autant qu'il y ait une fonction, effectivement, parce que oui, tout le monde la cherche encore, hein, ouais. Ça apporte des plus. Nous, on y voit ici, on va en reparler dans quelques semaines, justement, mais on voit un vrai ajout à tout notre process. Il y a une vraie valeur ajoutée. C'est pas que de faire un NFT pour rien, mais on en reparlera justement parce que c'est complémentaire avec tout notre processus qui implique de l'attente. Et ça peut être vraiment intéressant pour la communauté qui, au final, quand même, l'objectif est quand même d'aboutir sur un produit physique, quand même. Alors, dernier point, la team, votre team, vous la mettez en avant. C'est important aussi d'avoir la transparence sur les gens qui travaillent dans une marque. C'est aussi un aspect qu'on ne connaît. C'est très rare, on ne sait pas qui sont dans les marques. Ça, c'est aussi sur votre site, on voit tous vos collaborateurs. Ça faisait partie aussi de votre politique de transparence. Oui, alors effectivement, là, on est transparent vraiment sur tous les aspects et ça facilite beaucoup de choses. L'équipe aussi. En l'occurrence, on aime bien aussi montrer, vu qu'on est une marque digitale, je pense que c'est encore plus important pour nous de montrer qu'on est des vrais humains derrière et qu'on est vraiment dans un même bureau et qu'on est vraiment à Lausanne parce que dans le côté digital, finalement, ça peut être complètement dématérialisé et puis on pourrait être n'importe où. Même notre call center, parce que c'est clair qu'on a ici une équipe qui s'occupe des demandes. On a 4 personnes qui sont ici pour le customer service, quoi, toute l'équipe community care, comme on l'appelle. Et ils sont ici, c'est-à-dire que c'est pas un call center qu'on a décentralisé quelque part. Et puis on aime bien montrer à tout le monde qu'on est une vraie équipe, qu'on est vraiment basé à Lausanne et puis qu'on est tous ici. On est 25 personnes maintenant ici. Et l'aspect humain de notre démarche est tellement important que ça paraît vraiment évident qu'on montre qui on est derrière et que chaque personne est bien mise en évidence. Là, on le voit effectivement avec des photos sur le site, mais on fait aussi des vidéos, pardon, où on montre un petit peu l'équipe, où on fait des présentations un petit peu, pas formelles justement, mais c'est des vidéos qui vont sortir prochainement, où un peu plus les membres de l'équipe dans dans des moments un petit peu drôles aussi.
Alors, pour une marque, le marketing, c'est un coût. Là, on voit que visiblement, vous ne faites pas ce type de marketing où vous dépensez moins d'argent dans les médias, vous le dépensez plus sur le digital. Est-ce que par la suite, vous voudrez, je ne sais pas, innover, continuer à innover toujours sur ces terrains ou comment est-ce que vous allez, quelle est votre stratégie sur ça? Alors, c'est clair qu'il y a quand même des budgets qui doivent être mis quoi qu'on fasse, quoi. Et en l'occurrence, communiquer, il y a un budget de toute façon, quoi. Donc, déjà, pour créer du contenu de qualité, je pense que c'est la première chose. On communique, mais on communique quoi? Et il faut que ça, faut pas penser qu'il suffit de dépenser de l'argent pour un emplacement publicitaire. Il faut vraiment surtout savoir de quoi on parle, est-ce que la vidéo est de qualité, etc. Donc, nous, on va continuer effectivement de faire du digital, mais ça, même si c'est peut-être moins cher que certains médias ou affichage ou autre chose, mais ça a quand même un certain coût. Parce que déjà, ça devient plus concurrentiel, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de monde qui va simplement chaque jour, chaque mois, on a de plus en plus d'annonceurs qui viennent parce que c'est le canal qui a une forte croissance et il faut toujours être un petit peu à l'avance de voir quel sera le prochain canal digital à utiliser. Mais non, c'est clair que ça a déjà un coût important qu'on le mette là ou qu'on le mette ailleurs. Vous avez un nouvel ambassadeur, enfin vous avez un ambassadeur, les marques demandent souvent des ambassadeurs, c'est un pilote de course paraplégique. Comment vous l'avez choisi? Alors c'est lui qui nous a choisis. Ah, sympa. Parce que c'était je crois que c'était au tout début de Code 41, ça peut être une année déjà, mais lui était dans la communauté. Et puis, en fait, il m'avait contacté une fois en me disant, voilà, bon, je suis paraplégique, mais j'aimerais faire de la course automobile. Et puis, un jour, j'aimerais faire le 24 heures du Mans. Puis, j'aimais bien justement son histoire et puis son courage. Enfin, là, effectivement, c'est pas une personne qui a été championne de quoi que ce soit, dans le sens qu'on avait quelqu'un qui avait un rêve simplement. Et puis, il se trouve qu'il voulait faire de la course automobile. Et puis, on s'est dit, OK, intéressant. J'aimais bien le courage qu'il a eu de tenter l'aventure. Et puis, effectivement, sur ces 4 dernières années, on l'a aidé dans ses démarches. Il a fait divers championnats. Il a dû trouver des équipes, etc. Il fallait adapter la voiture pour un paraplégique. Et puis, c'est vrai que finalement, l'année passée, il a réussi à réaliser son rêve. Il a participé aux 24 heures du Mans avec une équipe aussi de personnes à mobilité réduite. Et puis, c'est pour ça qu'on a fait aussi notre chrono, on l'a appelé le chrono NB24, donc Nigel Bailly pour les 24 heures du Mans. Et c'était une belle consécration pour lui. Et puis, un bel espoir, une belle leçon de vie, on va dire, de cette personne-là qui a été au bout de ses rêves, même en étant paraplégique. Écoutez, en tout cas, on arrive à la fin de cette présentation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022? 2022, c'est d'avoir du temps, parce que même si on fait des montres, là, le temps, c'est toujours ce qui manque. J'ai l'impression que ça va à une vitesse. Et des fois, quand le temps passe trop vite, il y a un petit peu le plaisir qui part aussi. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver, je pense, quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'a plus le plaisir ou que c'est un peu gâché par justement ce temps qui va à une vitesse de fou et finalement, on n'a plus le temps d'apprécier, quoi. Donc, garder l'amusement, apprécier, garder la passion, je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter à moi et à tous les entrepreneurs. Merci. Merci à vous en tout cas pour l'invitation.